Amiral Vincent Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint de l'Agence ministérielle pour l'IA de défense, qu'on appelle communément, entre nous, j'allais dire, l'AMIAD. À mes côtés, pour vous interroger comme chaque semaine, Michel Cabirol, qui est rédacteur en chef du pôle aéronautique, défense, transport à la tribune. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour monsieur l'amiral. Amiral Vincent Sébastien, depuis quelques jours, la France vit sans doute l'un des plus grands entraînements militaires qu'elle a connus depuis l'après-guerre froide. Exercice Orion qui est organisé tous les 3 ans et qui doit confronter nos armées au terrain, qui nous permet de valider des stratégies, mais aussi des nouvelles technologies. Est-ce que pour vous, à l'AMIAD, c'est un exercice clé qui va vous permettre d'expérimenter sur le terrain des briques d'intelligence artificielle? Je pense à de l'analyse de terrain, du pilotage de drones, de la maintenance prédictive. Est-ce que c'est un... Alors, vous avez raison. L'exercice Orion 26, c'est un exercice majeur à la fois pour rassembler tous les échelons pour une opération et les mettre en œuvre ensemble. Et donc, c'est aussi l'occasion de tester, d'évaluer et d'apprendre de nouvelles technologies. Et donc, l'AMIAD contribue, participe, vient tester. On est surtout aujourd'hui dans une phase plutôt de tests et pour éprouver certaines infrastructures, c'est-à-dire certaines capacités à déployer de l'IA, donc des algorithmes au profit des opérationnels et du commandement, à la fois des algorithmes qui sont du haut, c'est-à-dire qu'on utilise dans l'entreprise et à tous les jours, qu'on met au service du commandement, mais aussi des algorithmes plus particuliers, propres on va dire, aux opérations militaires. Vous avez cité l'analyse terrain, par exemple. Et donc, nous sommes présents dans cet exercice pour tester et recueillir l'avis des utilisateurs. En fait, c'est l'intérêt aussi de l'exercice, c'est de pouvoir évaluer comment c'est perçu. Et là, on est plutôt, en tout cas l'AMIAD, on se positionne sur cet exercice en venant mettre un socle qui permet de poser ensuite des algorithmes IA. Et certains viennent, alors indépendamment de ce socle, parce que là, on l'évalue et on l'éprouve, d'industriels. Donc, en fait, il y a de l'IA sur Orion 26, et qui va nous permettre d'avancer, d'accélérer dans la production et la mise à disposition par la suite aux opérationnels. Je pose juste une toute petite question, alors qui est presque, pour vous, qui va être surréaliste. On a l'impression, parfois, on a des retours de terrain de militaires qui, parfois, sur le terrain, peuvent dire, mais l'IA, pour nous, c'est encore quelque chose de pas très palpable, un peu gadget. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au sein de l'armée, il commence à y avoir un changement de mentalité sur ces questions-là, et précisément, spécifiquement sur le terrain? Alors, je pense que c'est assez naturel de se dire encore un effet de mode, tant qu'on n'a pas en fait tiré profit ou bénéficié de l'apport de l'IA. Et on est dans une phase où, en effet, il faut venir, en tout cas, apporter un mieux aux opérateurs, que ce soit dans un engin blindé, que ce soit un officier d'état-major dans un poste de commandement. Et donc la première étape, c'est d'apporter un mieux par de l'assistance, par du déchargement cognitif pour qu'ils puissent penser plus loin, plus large et être peut-être plus dans la prospective. Et donc ça, on l'apporte, mais ça doit venir, ça va progressivement aller sur le terrain. Et ça, c'est un peu plus long parce que c'est adhérent au système existant. Donc, ce n'est pas juste poser de l'IA sur un serveur qui va aider à faire des fiches d'état-major, à penser l'opération ou transcrire. On a par exemple des outils de transcription. Donc, ça permet d'aller plus vite et de mieux capitaliser une réunion décisionnelle et puis ensuite de transmettre les conclusions. Mais dans les engins, ça prend un peu plus de temps. Il faut rentrer dans le système, il faut que le système reste qualifié. Et donc, ça, c'est des choses qui vont prendre un peu plus de temps. Mais lorsque l'opérateur, plutôt que de s'écarquiller les yeux pour observer 24 heures sur 24 ses écrans pour repérer un engin militaire, et il aura demain et assez vite une IA qui fera popper un petit carré rose en disant là, il y a un engin militaire caché derrière l'orée du bois, en fait, ça va le soulager. Il va continuer ensuite à apporter de la valeur ajoutée en disant en effet c'est ça et je le reconnais, c'est bien ça, mais il n'aura pas cette concentration sur une tâche et il pourra faire autre chose et il aura cette alerte qui arrivera. Dès lors que ça arrivera, en fait ça sera plus gadget parce que ça va le soulager.
Alors, tout le monde aujourd'hui pense que demain, la guerre sera une guerre robotisée, numérique. Est-ce que aujourd'hui, la France est bien armée pour faire face à une telle guerre? Et est-ce que finalement l'exercice Orion va rassurer l'armée française par rapport à ses capacités d'implémenter de l'IA sur les systèmes d'armes, dans les centres de commandement? Est-ce que c'est une sorte d'assurance pour l'avenir? Alors, tout ne se fait pas en une nuit, donc ça serait présomptueux de dire ça y est, nous sommes prêts pour la guerre robotisée, loin de là. En revanche, Orion pose les fondations pour accélérer et aller vite sur ce déploiement on va dire de nouveaux modes de mener la guerre, notamment avec l'autonomie des plateformes et donc la robotisation. La robotisation va arriver massivement chez nos adversaires et donc chez nous également, parce que l'objectif, c'est bien de pouvoir répondre à des robots adverses aussi par de la robotique et protéger nos personnels, mais aussi de pouvoir se démultiplier et dans différentes fonctions tactiques ou opératives. Donc, pour moi, Orion 26, et on pose les fondations pour aller plus loin et on travaille en dehors d'Orion, puisque l'Amiade est un centre de production et travaille avec les industriels, donc c'est pas seulement du faire nous-mêmes, mais c'est aussi du faire avec, donc à mobiliser tout l'écosystème industriel pour accélérer sur la robotique et son autonomie grâce à l'IA. On est d'accord que, et juste pour rassurer évidemment le grand public, l'homme évidemment reste dans la boucle de l'IA, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour certaines nations encore. Alors, en fait, l'homme reste fondamentalement, on va dire, aux commandes. Et je pense que ça, c'est l'éthique du militaire français et qu'on partage avec de nombreux autres pays. C'est que le chef militaire et l'opérateur restent responsables, véritablement responsables, quel que soit le mode d'action envisagé. Donc, c'est à lui de définir le mode d'action. Et s'il donne de l'autonomie à ses outils, à ces plateformes, il doit définir le cadre pour que ce cadre-là soit tout à fait conforme aux engagements internationaux et français. Et donc, dès lors qu'on décline cette responsabilité du chef militaire, le chef militaire, il adoptera les engins autonomes par l'IA, dès lors qu'ils lui permettent d'exercer cette responsabilité. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre en place une IA de confiance et que l'usage des robots ou des plateformes devra respecter un cadre d'engagement défini par le chef militaire. Et alors qu'on parle d'hommes dans la boucle, aujourd'hui, on parle aussi d'hommes au-dessus de la boucle. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le contrôle approprié. Comment on ajuste ce contrôle à la situation avec la capacité à reprendre la main quand il le faut, ou sur des tâches plus sensibles, à justement valider, voire décider de l'action à mener. Je rebondis sur la question de Michel, sur la place de l'homme. On voit dans le civil, on commence à voir des métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce que dans le monde militaire, la question se pose? Je pense tout spécifiquement notamment aux oreilles d'or, par exemple, qui sont de plus en plus assistées, oreilles d'or qui écoutent dans les sous-marins, qui sont de plus en plus assistées aujourd'hui par l'intelligence artificielle, qui le seront encore plus demain. Est-ce qu'il y a un risque de perte de compétences? Alors, c'est un sujet, c'est-à-dire que si on assiste trop l'opérateur, dans n'importe quel secteur d'activité, mais dans nos, on va dire pour le combattant, on peut arriver à la même chose. Et donc, il faut trouver le juste positionnement pour que, d'une part, le combattant sache opérer sans l'IA, parce qu'en fait, on a cette exigence de robustesse. Il n'y aura pas forcément l'électricité, pas forcément les communications. Et donc, le combattant devra toujours être autonome et maîtriser ses savoir-faire fondamentaux. Ensuite, l'IA va véritablement apporter en fait, une décharge cognitive ou une assistance qui va lui permettre d'être beaucoup plus efficace. Par exemple, l'aide à la visée, c'était un des slogans d'un opérateur industriel, c'était on fait de chaque soldat un tireur d'élite. Pourquoi se priver de cela? Ensuite, il faut que le combattant, quand même, apprenne à tirer, parce que son système, il va tomber en panne, ou il n'aura pas assez de batterie, etc. Mais on peut véritablement augmenter certaines fonctions.
mais être toujours capable de rester dans le monde analogique, si j'ose dire. Enfin, oui, ou physique. Et vous citiez les oreilles d'or. En fait, l'IA, qu'est-ce que va apporter aux oreilles d'or ? Les oreilles d'or vont pouvoir se concentrer sur les signaux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a multiplié par 10 ou par 100 les données qu'on accumule, parce qu'on a mis des capteurs, on a beaucoup plus de capteurs, que ce soit sur les sous-marins, mais que ce soit aussi des capteurs isolés. Ces données, elles sont gigantesques, et donc il faut qu'on puisse les trier et faire ressortir seulement les données d'intérêt, où là, l'oreille d'or va apporter son expérience, son intuition, qui va permettre d'être beaucoup plus précis et de garantir au commandant de son sous-marin l'identification telle qu'on la mène aujourd'hui. Alors, dans l'IA de défense, il y a beaucoup d'annonces, ça bouge beaucoup dans l'industrie. On a vu l'alliance entre Harmattan et Dassault Aviation. On a vu dernièrement une alliance capitalistique entre Naval Group et Thales au sein de l'agence d'incubation de Thales Cortex. Quelle est la logique d'ensemble ? Quelle est la cohérence ? Est-ce que vous avez votre mot à dire dans ce maelstrom industriel de l'IA de défense ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait notre mot à dire par rapport aux industriels. En revanche, nous, ce qu'on préconise, c'est quand même plus d'ouverture et de collaboration entre les industriels français pour qu'on soit collectivement plus performants. Et en fait, cette performance opérationnelle, mais aussi, en tout cas, on en a la conviction, industrielle France, passe par justement le partage de données, le partage de savoir-faire et surtout que chacun puisse apporter sa valeur ajoutée aux autres, ce qui nous rendra plus forts collectivement du côté industriel et opérationnel. Donc on est très content de voir ces rapprochements. On pense que c'est une bonne dynamique. Et derrière, il me semble que ça montre quand même que l'intelligence artificielle vient bouleverser des modèles, que ce soit des modèles industriels ou des modèles économiques. Et donc, ces rapprochements témoignent en fait de cette nécessité de s'adapter, de se transformer pour répondre aux enjeux. Parce qu'en fait, on n'est pas attendu et il faut aller très vite. Donc, la transformation passe par ces rapprochements probablement. Et l'Amiad garde vraiment de bonnes relations avec le tissu industriel de défense en France ? En tout cas, on essaye. Alors, l'Amiad est chargé de la politique industrielle de l'IA de défense. Donc, on est prescripteur, on va dire, sur la manière dont la défense veut consommer, concevoir des IA, notamment sur l'évaluation, parce que derrière, à la fin, on a quand même cette IA de confiance dont on veut disposer. Et puis, pour la politique industrielle, c'est bien, en fait, quel cadre, comment est-ce qu'ils vont nous soumettre leurs produits IA et comment est-ce qu'on peut les évaluer pour les intégrer dans nos systèmes. Il nous reste 1 minute 30, ça va être compliqué pour aborder un sujet fondamental. Vous avez noué, il y a quelque temps, un accord avec Mistral AI pour infuser l'intégralité de l'architecture informatique du ministère des Armées. À quoi il faut s'attendre concrètement ? À quoi va servir ce partenariat avec Mistral AI ? Alors, ce partenariat va nous permettre d'intégrer tous leurs produits d'une manière générale, va nous permettre véritablement aussi de monter en compétences. Donc, dans ce partenariat, il y a cette notion de faire monter en compétences le ministère des Armées. Il faut bien voir que la brique de base, en tout cas telle que je la conçois de Mistral, qui est ce LLM, cet agent conversationnel, en fait, ça transforme complètement le rapport à la machine. En fait, comment est-ce qu'on interagit avec une machine, avec un ordinateur ? Et en fait, aujourd'hui, comme tout est numérisé, tout est à base d'ordinateur, on a besoin, et on verra partout, éclore cette nouvelle interface homme-machine à base d'IA et de modèles de langage, donc les LLM. Juste peut-être une dernière question, Jean-Baptiste. Bien sûr, Michel. Est-ce que l'Amiad a réussi à bousculer les méthodes et la routine du ministère des Armées avec votre arrivée il y a à peu près 2 ans, pas tout à fait, puisque l'Amiad a été créé en mai 2024, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez réussi cet objectif à bousculer la routine du ministère des Armées dans le domaine de l'IA ? Alors, dans le domaine de l'IA, je pense qu'on s'est bien implanté au sein du ministère. La difficulté pour le ministère, c'est qu'en fait, on a des systèmes qui ont 30 ou 40 ans et on a des organisations qui travaillent sur l'avenir, le temps long. Et nous, on vient sur du temps très court, parce qu'en fait, il faut s'adapter à la technologie qui évolue tous les 6 mois. Et donc, on vient
en effet perturber en tout cas le fonctionnement du temps long qui est indispensable pour avoir tous les objets stratégiques que nous avons, porte-avions ou avions de chasse notamment. Donc on est utilisé et on a un peu cette mission de venir faire l'aiguillon pour transformer les pratiques et pour répondre aux exigences du temps court, en tout cas à certaines d'entre elles. Et aujourd'hui, il y a des choses qui avancent, notamment sur la robotique ou sur les manières de faire, donc avec des accords cadres contractuels qui vont nous permettre d'apporter en tout cas plus de réactivité dans l'acquisition de services IA. C'est dire qu'on a réussi, il est encore trop tôt. Amiral Vincent Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes contre-amiral, directeur adjoint de l'Agence ministérielle pour l'IA de défense, l'AMIAD. Un grand merci. Michel, merci. Michel, on sera avec un peu de chance au soleil la semaine prochaine, puisqu'on sera à Toulouse, on verra, avec, c'est pas gagné, avec Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui sera avec nous, et voilà, dans l'émission. Et donc, tout de suite, c'est l'heure du décryptage. Air et Défense, le décryptage. Léo Barnier, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef chez Air et Cosmos. À la une d'Air et Cosmos cette semaine, bien sûr, Sophie Adno, l'astronaute Sophie Adno qui est en route pour les étoiles. Mais aussi, ça c'est quand même très intéressant, une interview du patron de Volotea, du fondateur de Volotea, Carlos Muñoz. Une compagnie aérienne espagnole qui enchaîne les records, mais surtout, et ça c'est ça quand même qui est très intéressant, qui va là où plus personne ne veut aller. Effectivement, Jean-Baptiste. On le voit par exemple sur le domestique français, il y a un désamour de la part des compagnies aériennes pour ce domestique français. Le trafic se réduit, Air France se désengage, Ryanair, EasyJet. Mais il y a cette compagnie, Volotea, qui, elle, continue à vouloir se développer. Donc clairement, Volotea, son marché principal, c'est la France, 60% de sa capacité en France. Et elle veut être demain un acteur incontournable de la mobilité régionale en France. C'est Carlos Muñoz qui l'a déclaré dans Air et Cosmos cette semaine. Et voilà, ils veulent continuer à investir, ils veulent continuer à se développer sur le territoire français. Ils ont pris un créneau qui est quand même incroyable, effectivement, parce qu'on a vu ces dernières années des lignes désertées, notamment ce qu'on appelle les transversales. Et eux, finalement, disent non, les transversales, ça peut marcher. Enfin, ils sont la preuve. Pour l'instant, effectivement, que ça peut marcher. On verra dans les comptes dans les années qui viennent si c'est le cas, mais... Effectivement, je crois qu'ils sont autour de 74 lignes domestiques en France, 44 en exclusivité, et ça fait vraiment partie de leur modèle. Aujourd'hui, c'est Carlos Muñoz qui le dit, je le cite, mais voilà, il y a des petites, eux, ils se positionnent sur les petites lignes où il y a à peu près 28 000 sièges en moyenne, là où EasyJet et Ryanair visent plutôt des liaisons à 90 000 ou 100 000 sièges. C'est pas la même échelle, voilà, effectivement. Ouais. Ça leur permet de s'ouvrir tout un créneau. C'est aussi des routes en exclusivité, comme on l'a dit, notamment sur les lignes transversales que vous avez mentionnées. Donc, par exemple, ces lignes transversales, ce sont celles qui ne passent pas par Paris. Mais voilà, donc ils se sont positionnés sur le Nantes-Montpellier, le Brest-Strasbourg, le Poitiers-Lyon, l'île-Toulon. Et c'est aussi des lignes où aujourd'hui le train n'est pas compétitif en termes de temps de trajet. Voilà, quand il faut faire 4, 5, 6 heures, ça laisse une place à l'avion aujourd'hui. Après, ce positionnement aussi sur ces lignes, ces petites lignes, ces petits aéroports régionaux, ça leur permet aussi de se positionner sur des lignes d'obligation de service public. Là, plutôt avec Paris. On le voit entre la Corse et Paris, entre Tarbes et Paris, par exemple. Brive aussi, je crois. Brive, oui, Brive. Semble-t-il. Ouais. Limoges, il me semble que là, ils vont ouvrir le Limoges-Paris. Donc, voilà, Limoges-Paris, c'est une ligne qui est arrêtée depuis 2 ans. Ils y viennent, ils profitent de ces subventions pour... redémarrer un trafic. Et puis, il y a aussi toutes les aides au marketing pour le lancement de ces lignes exclusives, de ces nouvelles lignes, ce qui leur permet aussi d'avoir aussi des tarifs incitatifs de la part des petits aéroports régionaux qui sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour développer leur trafic. Un dernier mot, Léo, est-ce que... Alors, c'est compliqué de le dire aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des limites à ce modèle Volotea, d'après vous, ou d'après ce qu'a pu vous dire, ce que vous avez pu sentir de l'interview de Carlos Muñoz? Forcément, quand on ramène aux chiffres, en fait, Volotea, on a l'impression de les entendre parler, très présent en France, beaucoup de communication, mais au final, on parle de 7 millions de passagers en France, 11 millions en tout. Il y aura peut-être 8 millions de passagers en 2026. Et voilà, même s'ils veulent quasiment doubler leur offre, on ne va pas aller non plus, on va aller vers les 10 millions de passagers. On est très très loin d'un Ryanair qui dépasse les 200 millions de passagers, même d'un Transavia. Et en termes de rentabilité, ça sent aussi, on parle de 70 à 80 millions
de profit opérationnel pour l'année qui vient. Il faudra voir si les chiffres définitifs le confirment, mais c'est ça, on est très très loin des centaines de millions de bénéfices opérationnels que peut remporter un Ryanair ou un EasyJet. Mais c'est plus rentable que Transavia aujourd'hui. Merci beaucoup Léo Barnier, rédacteur en chef d'Air et Cosmos, et on retrouve tout de suite Signaux faibles avec Antoine Larigauderie. Air et Défense, les signaux faibles. Avec nous, Antoine Larigauderie, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Antoine, vous êtes le chef d'orchestre de Tout pour Investir. Ah si, le chef d'orchestre de Tout pour Investir sur BFM Business. Et en même temps, vous êtes un passionné, on l'avait dit la semaine dernière, d'aéronautique, mais en même temps de défense. Et cette semaine, on a parlé notamment beaucoup de drones, puisque la Commission européenne a présenté un plan de lutte contre les drones, comment mieux les repérer notamment. Et à cette occasion, on a vu ressurgir des entrailles d'Internet, notamment, et dans les milieux spécialisés de défense, Sky Ranger, l'arme anti-drone de Rheinmetall, et c'est très impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est extrêmement impressionnant. Pour ceux qui ne font que nous écouter, la scène est simple. On a un essaim de 8 drones, donc de taille relativement réduite. Ils sont tout petits. Mais le problème des drones, c'est que c'est vraiment très petit. Donc les missiles, souvent, sont inefficients. Ils n'arrivent pas à les repérer. Alors, on peut essayer de les dégommer avec des filets à papillons, mais enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc Rheinmetall a un système qui est inspiré de la technique des canonnières Phalanx qu'il y a sur certains navires américains et européens aussi. Le Phalanx, c'est très simple. On doit lutter contre des missiles qui arrivent très très vite et qui souvent sont très petits. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre une énorme mitrailleuse qui va organiser un déluge de feu et de métal et créer un rideau qui va empêcher le missile de passer, qui va le faire exploser. Et bien là, on adapte ce système pour lutter contre les drones. Alors c'est sur un châssis mobile. Alors, c'est important, c'est mobile. On peut en mettre 1, 2, 3 pour croiser l'efficacité des engins. Et puis, c'est des mitrailleuses très très lourdes, enfin des formes de canon qui tirent du 35 mm. C'est pas forcément tout le monde qui est spécialiste, enfin, c'est très très gros. Et quand on voit les images, elles sont impressionnantes parce qu'il y a plusieurs dizaines de munitions qui sont éjectées par seconde. Donc c'est une cadence de tir très très forte et qui permet et on le voit sur les images, de faire complètement tomber les drones en question, parce que non seulement certains sont atteints par les projectiles, mais également par les ondes de choc très violentes de ces dispositifs. Donc est-ce qu'on tient là une arme quand même conséquente pas pour dire une arme absolue, mais au moins une solution très fiable pour lutter contre les drones de petite taille, et c'est ceux qui mettent le bazar dans les circuits aériens, ces espèces de drones un peu non identifiés qu'on a pu voir dans le ciel perturber un petit peu le trafic aérien ces derniers mois. En tout cas, Rheinmetall a la solution, donc effectivement, du 35 mm, ça reste encore une fois très très impressionnant, et pas un hasard que ça arrive cette semaine au milieu de tout le tumulte des réseaux sociaux et de ces nécessités d'investissement en matière de défense du côté de l'Europe. Un petit mot sur Rheinmetall, évidemment. Vous suivez attentivement ce qui se passe sur les marchés. Bien sûr. Rheinmetall est coté. Rheinmetall, géant allemand de la défense, qui est présent dans les munitions, dans le terrestre, dans le naval depuis pas très longtemps. Évidemment, qui a des ambitions spatiales très très fortes aussi également. Comment vous observez le cours, le titre de l'entreprise depuis quelques années ? Disons que ça fait, et singulièrement depuis cette initiative de défense européenne qui traîne depuis un petit peu plus d'un an et demi, on a l'impression que ce sont des sociétés qui étaient naguère un petit peu austères, qui attiraient difficilement les investissements, surtout qu'il y a eu toutes les considérations ESG, ISR, etc., qui interdisaient autrefois l'investissement dans le secteur de la défense. Alors, premièrement, ça n'est plus le cas, mais deuxièmement, ça a fait que Rheinmetall a changé totalement de dimension. De la même manière qu'Exel Technologies, un peu chez nous, qui était un petit expérimentateur de drones sous-marins, qui est devenu non seulement un acteur réputé, mais qui bénéficie de commandes de très long terme. Et ça se lit sur les cours de bourse. Rheinmetall, ça gagne 1744% sur 5 ans. 1744% sur 5 ans, oui. C'est fou. Sur un an, le cours a plus que doublé. Et même chose pour Exel Technologies, dont on parlait, qui gagne un petit peu plus de 600% sur 5 ans. Donc, vous voyez, ça fait partie de ce tissu industriel de défense qui est en train de changer complètement de dimension. Et la bourse est en train de vraiment les adouber comme des acteurs vraiment majeurs. Antoine Larigauderie, merci beaucoup. Avec plaisir. Chef d'orchestre de Tout pour Investir sur BFM Business. C'est la fin de ce numéro d'Air et Défense. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais pas au même endroit. On sera à Toulouse avec Michel Cabirol pour rencontrer Guillaume Faury à l'occasion des résultats annuels. Bonne semaine. Air et Défense sur BFM Business.